Alors, il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Vous pensez à notre futur ou juste à vous aujourd'hui? On écoute, on regarde des vidéos, on lit des posts, mais quoi? On commente, on partage, on aime, mais quoi d'autre? Est-ce que vous avez déjà réussi à faire des liens entre ce qui est dit? Est-ce que vous avez déjà réussi à comprendre vraiment l'enjeu et la finalité de ce hold-up planétaire? Bon, revenons en arrière et essayons de recoller les morceaux des pièces d'un Pulse. Papa, l'effondrement, c'est maintenant? La population qui a augmenté de 350% en moins de 70 ans nous a fait passer de 2 à 7 milliards en un claquement de doigts. La population urbaine qui a pris le même chemin. Le PIB mondial qui nous fait voir sa pointe vertigineuse. La consommation d'énergie primaire, comme par exemple le pétrole, l'uranium, qui suit la même courbe. La consommation de fertilisants, qui était pratiquement inexistant en 1950 et est passée de 1 million de tonnes par an à 180 millions de tonnes par an en 70 ans. L'utilisation d'eau, qui était aux alentours de 1200 km3 par an en 1950, a atteint plus de 4000 km3 par an, soit 4000 milliards de litres d'eau. Mais on peut aussi voir la même chose pour tout ce qui n'existait pas en 1950 et qui suit cette même expansion vertigineuse, comme par exemple la production de papier, les véhicules motorisés, les téléphones, le tourisme international. À ça, toujours d'après les travaux de Will Stephen, rajoute les tendances du système Terre, et voilà ce que ça donne. La concentration de CO2, qui montre le même pic, la température de surface, la dégradation de la biosphère terrestre, la perte des forêts tropicales, et la capture des poissons avec des chiffres de près de 75 millions de tonnes par an, soit 205 000 tonnes par jour, ce qui fait 2,5 tonnes par seconde, juste pour 5 minutes de plaisir gustatif. Pour la viande, en France seulement, d'après le site de Viande Info de l'association L214, on tue plus d'1 milliard d'animaux par an, soit en moyenne 1900 animaux par minute. Et dans le monde, d'après une étude de Planétoscope, c'est 140 milliards d'animaux par an, soit à peu près 4400 par seconde. Les chiffres en prévision pour 2050, si on ne change rien à nos habitudes, sont estimés à 463 milliards d'animaux abattus par an, ce qui fera presque 15 000 animaux tués par seconde. Personnellement, je remercie le ciel de ne pas être né poisson, bœuf, cochon ou poulet. Personne n'en sait vraiment rien, tout est en analyse constante, car ce que nous vivons actuellement n'a encore jamais existé depuis que l'humain existe. Cependant, en ayant consommé 80% des ressources de la planète en 150 ans, il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour comprendre que la limite, c'est maintenant. Vous vous rappelez quand je demande quand est la limite et quand je dis que la limite c'est maintenant, eh bien, dites-vous juste que si un mec comme moi, qui ne sait rien d'autre qu'un citoyen lambda, peut comprendre ça, alors ceux qui dirigent et contrôlent le monde le savent depuis que les courbes ont commencé à augmenter, c'est-à-dire en 1950. Mais au fait, de quelle limite parle-t-on? Limite des ressources? Limite du bien-être? Limite de place sur Terre pour les humains? Limite de la démographie? Je voudrais tout de même revenir sur un autre mensonge planétaire qui tente à culpabiliser le peuple
de la même manière qu'on le culpabilise encore aujourd'hui pour la pandémie imaginaire. Ce mensonge est celui qui dit que nous sommes de trop sur Terre. Alors je voudrais juste quand même faire une nuance qui est de taille. Nous ne sommes pas de trop sur Terre. Par contre, si l'ensemble des habitants de la Terre continuent à se comporter et vivent tel que nous vivons actuellement, alors oui, nous sommes de trop. Pourquoi, papa? Parce qu'en fonction de nos manières de vivre et de consommer à outrance, nous utilisons plus de ressources que la Terre ne peut recycler. En fait, nous épuisons les ressources de la Terre et elle n'a pas le temps d'en créer à nouveau. En d'autres termes, nous pourrions être 4 fois plus sur Terre si nous vivions en mode frugalité. Attention, ça ne veut pas dire de vivre pauvrement, mais vivre simplement en prenant soin d'amener le plus possible, par exemple, nos objets en fin de vie, de recycler, de réparer. Mais bon, ça, c'est le côté, je vais dire, idyllique et féerique de l'histoire. Le vrai côté, c'est que personne ne veut vraiment changer aujourd'hui. Donc devant un précipice, des mesures drastiques sont mises en œuvre pour contrôler et réduire nos comportements délirants en vue de préservation de pouvoir en place. Et donc, c'est quoi les liens avec la pandémie? Eh bien, nous y arrivons, un peu de patience. Ce que je demande, au nom de tous ceux qui, comme moi, pensent la même chose, mais peut-être en silence, c'est que vous repreniez vos responsabilités vis-à-vis du peuple qui est le vôtre, et que vous fassiez passer le problème du changement du climat, de l'effondrement systémique, de l'exploitation des animaux, mais aussi des enfants, des femmes, des populations défavorisées pour le compte du capitalisme, de la préservation de la biodiversité, d'un développement société durable et écologique en priorité, devant l'économie, devant la finance, devant la croissance des lobbies qui font pression. Car tout ceci disparaîtra si on ne fait rien. Je vous invite à ne pas lâcher, jamais, car à chaque fois que vous baisserez les bras, c'est votre accord pour la fin de notre humanité, aujourd'hui, demain ou dans quelques décennies que vous donnez. Et d'après Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, la période 2020-2050 sera la période la plus bouleversante qu'aura jamais vécue l'humanité en si peu de temps. Cet effondrement global est bien plus proche que nous le pensons. Il le prédit en 3 phases. Et voilà ce que ça donne à quelques années près. 2020-2030, l'effondrement des sociétés qui représente non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde tel que nous le connaissons. 2030-2040, la période intermédiaire de survie. Et puis 2040-2050, la période de la renaissance, la création d'un nouveau système. Et dans le plus optimiste des scénarios, disons que cela ne se passe pas ainsi, ou un peu plus tard. Ça n'enlève en rien la question éthique de nos actions à l'encontre de la planète et de l'humanité tout entière. Nous, peuple du monde, nous sommes la clé. La non-violence est notre boussole, et l'action est notre salut. La solution ne viendra pas d'en haut, mais de nous, simples habitants de cette planète qui est notre terre-mère, le vaisseau de l'humanité. Donc, l'effondrement, c'est maintenant? Oui, c'est bien ça, mais absolument pas dû à un problème sanitaire. Les dirigeants de ce monde, alors je ne parle pas de nos présidents qui ne sont que des marionnettes, mais à un niveau bien plus haut, ne peuvent pas prendre le risque de voir leur pouvoir disparaître. Car s'il n'y a plus de ressources sur Terre, ils disparaissent avec nous. Si le système s'effondre de lui-même, ils disparaissent avec nous. La meilleure défense étant l'attaque, alors la meilleure stratégie c'est de contrôler l'effondrement plutôt que de le subir. La meilleure défense étant l'attaque, alors la meilleure stratégie c'est de contrôler l'effondrement plutôt que de le subir. La meilleure défense étant l'attaque, alors la meilleure stratégie c'est de contrôler l'effondrement plutôt que de le subir. Donc de faire s'effondrer l'économie mondiale, qui est la source en fait de nos problèmes. La courbe démarre en 1950 avec le début de l'ère industrielle, le début de l'ère de la consommation pour le plaisir et non pour les besoins vitaux. Nous sommes devenus des êtres objets. La philosophie a laissé la place à l'objéologie. Vous savez, c'est le fait de ne penser qu'à avoir plutôt qu'à être. Nos vies sont devenues la quête de la recherche de la survie, la course après l'argent, le bien-être matériel. Et ne vous blâmez pas, car nous avons été éduqués ainsi. Nous avons été conditionnés pour ça. Par contre, ne rentrez pas dans cet espace de victimisation en disant « Bah oui, nous avons appris à vivre comme ça et pas autrement, donc ce n'est pas de ma faute. Et on n'y peut rien. Et on ne peut rien changer. C'est comme ça. » Non, c'est sûr, nous ne sommes pas fautifs, tant que nous ne le savons pas. Mais à partir de maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, cela devient un choix conscient. Ça nous demande de revisiter nos modes de vie tout entiers.
Nous devons nous réinventer, créer d'autres visions du monde. Oui, ma fille, et c'est bien tout l'enjeu de notre histoire aujourd'hui. L'humanité doit accoucher d'elle-même et se réinventer. Surtout, je pense qu'il faut faire le deuil d'un mode de fonctionnement collectif qui aujourd'hui n'a plus d'avenir et commencer à se préparer pour le prochain mode de fonctionnement. Qui est qui est basé sur... c'est quelque chose qu'on va créer... je pourrais décrire ma vision, mais tout simplement quelque chose qu'on fait en conscience, en connaissance et avec compassion. Et pas quelque chose que l'on fait dans l'inconscience, dans l'ignorance et avec cupidité. Donc j'ai retenu les mots, hein. Conscience, connaissance et compassion. Oui, je pense que c'est les trois choses dont on a besoin. Ça veut dire prendre conscience de ce qui nous arrive, avoir une ouverture d'esprit, C'est ça. ne plus être dans le déni. Voilà, prendre conscience de soi, de nos mécanismes aussi intérieurs, de nos mécanismes inconscients, de la réalité autour de nous. Mais c'est vraiment, je pense, conscience pour moi, c'est vraiment la connaissance de soi et de notre fond inconscient. Pour pouvoir agir en conscience et donc redevenir créateur de nos propres expériences de vie. Et donc, connaissance, c'est s'informer correctement? Connaissance, c'est effectivement, c'est les connaissances dont on a besoin, celles qu'on nous a souvent pas appris à l'école, parce que l'école nous a programmés pour être des travailleurs consommateurs et pas forcément pour remettre les choses en question et pas forcément pour être des créateurs. Donc là, c'est acquérir les connaissances dont on a besoin pour comprendre les mécanismes qui sont en cours et pouvoir faire des choix conscients et avisés permettant des changements qui sont bénéfiques à la personne et à son entourage. D'accord. Et compassion, justement, parce que donc on a la conscience de soi, la connaissance s'informer correctement, et compassion pour pouvoir avancer collectivement, de Alors comprendre oui. qu'on est tous sur le même bateau à ce moment-là. Alors voilà, alors exactement, premièrement, et puis surtout la compassion envers soi-même. Parce que la mise en lumière de certains mécanismes conscients peut rapidement tourner à l'autoflagellation ou la haine de soi, en se disant mais comment est-ce que j'ai été si aveugle ou ah non. Donc la première compassion, c'est la compassion qu'on a envers soi-même et puis après envers les autres, puisque finalement on a tous essayé de faire de notre mieux et puis on n'a pas forcément pris les bonnes décisions parce que justement on n'avait pas le niveau de conscience nécessaire, les connaissances nécessaires et la compassion nécessaire pour pouvoir faire les choix avisés. En fait, on a quand même tous participé. J'ai dit tous à 100%, hein, c'est-à-dire que même toi qui nous regardes là maintenant, on a tous participé jour après jour à ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que nous en sommes tous responsables. Et tout à fait, nous sommes co-responsables de la situation que nous avons créée. Mais ce qui veut dire aussi que nous sommes co-responsables des changements que nous allons faire pour éviter que cela arrive à un point de rupture qui pourrait être potentiellement catastrophique pour tout le monde. Si on a pu en arriver là, c'est qu'on a les moyens donc du coup de pouvoir changer de direction. Alors tout à fait, c'est ça qu'on doit comprendre, c'est-à-dire que la société a été programmée par l'humain. Ce qu'on a oublié un petit peu dans notre processus d'évolution, c'est qu'en gros, là, on avait perdu le contrôle et que c'était maintenant la société qui programmait l'humain. Donc on doit reprendre conscience de nos pouvoirs créateurs et regarder dans nos programmes qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour pouvoir les updater. Comprenez que plus nous sommes nombreux et plus nous devenons des ennemis dangereux pour les dirigeants de notre monde. Car si un jour nous nous révoltons, ils disparaîtront. Je vous donne quelques exemples très simples. Si nous décidions de ne plus utiliser l'euro ou le dollar et que du jour au lendemain, nous décidions, nous, peuple du monde, entrepreneurs et petits commerçants, de créer notre propre monnaie d'échange, sans plus faire cas de leur argent. Alors, les grandes surfaces feront l'aumône, les banquiers seront des retraités anticipés et leur système économique s'arrêtera. Mais le plus important, c'est que leur moyen de pression sur le peuple s'effritera de lui-même. Car aujourd'hui, il y a deux peurs qui règnent sur Terre. La peur de mourir et la peur de ne plus avoir d'argent. Nous avons besoin d'être nombreux à prendre le même chemin, même si d'apparence nous sommes, on va dire, séparés par les confinements planétaires j'entends, par les distanciations sociales et l'arrêt des voyages dans le monde. Je vous rappelle quand même l'histoire des Juifs pendant la guerre et pendant l'époque de l'esclavage. Ils étaient des millions pour quelques soldats. Donc comprenez quand même que la peur paralyse. La peur paralyse les actions. Alors sous l'emprise de la peur, la soumission aux lois devient un acte naturel. Mais il n'y a rien de moins naturel pour un être humain que de respecter des lois qui ne sont pas naturelles, qui ne sont pas des lois de la nature. Oui,
Et toutes nos lois sociétales, sans aucune exception, ne sont pas des lois naturelles. Je répète, toutes nos lois sociétales, sans aucune exception, ne sont pas des lois naturelles. Rappelez-vous de vos rêves d'enfant, quand vous étiez libre de penser. Si personne ne respecte les lois, alors les lois ne servent plus à rien. Prenez juste conscience que ce n'est pas nous qui avons créé les lois, mais ceux qui nous dirigent, et pour la plupart d'entre elles, pour ne pas dire toutes, sans notre consentement. A-t-on fait un vote pour le confinement et le reconfinement? Non. A-t-on demandé aux personnes âgées, les seules qui meurent du Covid, si elles ne préféreraient pas vivre moins longtemps, mais en paix avec leurs enfants et leurs petits-enfants, plutôt que de rallonger leur vie artificiellement de quelques jours, de quelques semaines ou quelques mois dans le stress, la peur et dans les hôpitaux, et les éloigner de ceux qu'elles aiment? Non. C'est quoi qui les tue vraiment? La maladie ou la solitude? A-t-on demandé aux parents leur décision quant au port du masque pour leurs enfants? Vous rendez-vous compte que les États décident aussi de la manière dont vous devez éduquer et informer vos propres enfants? Êtes-vous OK avec ça? Vous savez, pas plus tard qu'il y a 3 jours, l'école de ma fille nous a contactés pour permettre aux enfants de retourner en classe. Mais, je dis bien mais, avec les protocoles du Covid. Je ne leur ai pas demandé leur avis. Je leur ai simplement écrit que tant qu'il y aura des protocoles Covid, comme le port du masque, comme les distanciations sociales, ce sera catégoriquement non, ma fille ne retournera pas en cours. D'autres parents ont agi de la même manière et ils se retrouvent du coup maintenant tout seuls avec les profs à faire leurs cours. Et leur réglementation ne sert donc plus à rien. Et tout ça dans la bienveillance, mais aussi dans la détermination. C'est nous qui avons décidé pour nos enfants, pas eux. Et ils n'ont plus de choix que de se plier à nos décisions. Mais encore, nous a-t-on réunis pour que nous puissions décider ensemble comment nous voudrions gérer le plan sanitaire de manière individuelle et collective de cette crise? Non. Comme des enfants de maternelle, les décisions sont imposées avec comme seule réponse aux questions du « mais pourquoi agissez-vous ainsi ?» ou alors du « pourquoi tant d'incohérence ?» Vous savez, la fameuse réponse, le fameux « parce que c'est comme ça ». Mais alors, le futur, il est déjà écrit? Ce n'est pas le futur qui est écrit, mais le présent nous montre que ce qui a été décidé dans le passé voit le jour aujourd'hui. Cependant, c'est à nous de décider la route que nous voudrons prendre pour demain. Et donc, nos actions et nos non-actions, je parle de nos non-actions d'aujourd'hui, décidera de notre futur demain. En d'autres termes, nous serons responsables de ce qui adviendra demain si nous n'agissons pas de manière individuelle et collective. Il est annoncé, par exemple, qu'en 2020, donc c'est demain matin, Oui. 2019-2020, une potentielle crise économique majeure, globale. Oui. Ensuite, si je ne me trompe pas, 2030, ben, ça pourrait être le déclin, c'est-à-dire l'effondrement, c'est-à-dire oui. le pic, et là on arriverait à cet effondrement. Alors bien sûr, hein, c'est pas des chiffres, c'est pas 2030, le 1er janvier 2030 au matin, tout s'effondre, hein, on est d'accord. Aux alentours de 2040, ben, ça serait une période de survie, où là, c'est un petit peu chacun pour soi, on va dire. Et puis 2050, qui pourrait être à peu près une période de renouveau. Donc justement pour relancer un nouvel ordre mondial peut-être, ou une nouvelle humanité, on ne sait pas. Alors, est-ce que, selon toi, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, psychologiques, spirituels, financiers, collectifs, d'affronter ce genre de crise, d'effondrement global, de survie aujourd'hui? Alors là, c'est une question, on est dans l'ordre du complètement imprévisible, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'arrive pas à corriger le tir, à changer de direction à temps, et qu'on en arrive à un effondrement systémique, tout un tas de scénarios sont possibles. L'un des problèmes que ça pose, c'est, et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter ce scénario, c'est le retour dans la survie et la peur. Le chacun pour soi. Moi, c'est vraiment ce qui me fait peur dans le cas où ce scénario venait à se matérialiser, parce que par inconscience, par ignorance, par cupidité, on en arrive à ce point de rupture. Ça émerge déjà, hein, on appelle ça le survivalisme. Oui, tout à fait. On les voit bien. C'est des gens qui, c'est des gens qui pensent qu'en gros, on ne peut pas changer de trajectoire, et que donc, plutôt que d'essayer de changer de trajectoire, se préparent au choc. Nous, on part du principe qu'en fait, on peut tout à fait changer de trajectoire, puisque nous sommes créateurs de nos expériences.
Et donc nous pouvons éviter l'effondrement et faire une transition. Maintenant, est-ce que nous allons le faire? Encore une fois, c'est possible, c'est pas sûr. Ça va dépendre de nos choix individuels et collectifs. Quand on parle, pour bien clarifier, hein, quand on parle d'effondrement, on est bien d'accord que c'est pas la fin de l'humanité. Okay, hein, c'est pas, on n'arrive pas au déluge, sauf s'il y a une météorite qui nous tombe dessus. Pas tout de suite, on va dire en tout cas. Par contre, c'est quand l'État ou les États ne peuvent plus subvenir, je dirais, à assurer la sécurité des citoyens, la nourriture, le service d'ordre, etc. C'est ça. Tout à fait, oui. En gros, c'est un moment où le système ne peut plus fonctionner et donc on en est dans une situation très chaotique puisque les approvisionnements, etc. Enfin, on en est dans une situation un peu anarchique et chaotique, en gros. Mais comment, vous, les adultes, vous n'avez pas vu ça arriver? L'adulte, au XXIe siècle, a une grande faiblesse. Sa conscience et sa concentration est absorbée du matin au soir. Ça a commencé dans les années 50 avec la télévision, la radio, puis ensuite les jeux télévisés, les téléréalités, puis l'arrivée des réseaux sociaux et des jeux les plus stupides les uns que les autres. Et cette absorption journalière détruit en fait la capacité de réflexion et d'analyse, mais en même temps isole les individus. Le meilleur moyen d'agir en toute sécurité, c'est quand l'ennemi n'est pas présent ou alors immobilisé. Premièrement, en vivant dans des mondes virtuels, la réalité peut être transformée à souhait par ceux qui n'y sont pas. Deuxièmement, en habituant son mental à réagir, il n'agit plus dans le réel. Le monde est entré dans une addiction lente mais pernicieuse. Et nous en voyons les résultats aujourd'hui. Les vidéos, vous savez, de la grande diversion et de la muselière du XXIe siècle que j'ai fait ont totalisé sur tous les réseaux plus de 4 millions de vues ce mois-ci. Mais je n'aurai jamais à mes côtés 4 millions de personnes prêtes à transformer leur vie pour créer le futur de demain, c'est-à-dire à refuser catégoriquement, sans aucune exception, l'ensemble des mesures à notre égard et de se positionner en première ligne. Donc non, les adultes n'ont pas vu venir ce qui arrive, car ils étaient absorbés ailleurs. Et le ailleurs, où ils étaient depuis des années, aujourd'hui leur refuse de diffuser la réalité du monde. L'ennemi ne se cache plus, car il est acculé. Papa, je t'entends souvent dire que nous sommes en guerre. De quelle guerre s'agit-il? Il s'agit d'une guerre psychologique, énergétique et surtout économique. Car c'est ça la véritable crise et le véritable objectif de cette propagande mondiale. C'est bien ça. C'est la destruction de l'économie mondiale et surtout de la classe moyenne. Regardez, il y a plus de morts de commerce que de malades du Covid dans le monde. L'économie touristique dans le monde, d'après les dernières projections de l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique, atteint les moins 80%. Je vous mets des images de Bali, là où j'habite depuis 1990, pour que vous compreniez ce que veut dire moins 80%. En France et en Europe et dans d'autres pays du monde, tous les petits commerçants et tout ce qui est lié à la culture, donc à des auto-entrepreneurs, sont à l'arrêt. Nous sommes dans une guerre économique violente. Et ceux qui sont visés en premier, ce sont les classes pauvres et les classes moyennes. Nous le voyons aussi dans les mesures prises en France, par exemple, autorisant l'ouverture des grandes surfaces et en fermant les petits commerçants. Ce qui est incroyable, c'est que ces mêmes mesures sont répliquées partout dans le monde. Je n'ai personnellement jamais vu dans l'histoire de notre monde prendre des décisions politiques de même manière, aussi globales et coordonnées. Comme si des anges étaient venus harmoniser les décisions de nos politiciens.
comme s'ils pensaient et parlaient tous de manière synchronisée sur la même fréquence hertzienne et vibratoire. Vous savez, la 528 Hertz, celle de l'amour du peuple et de leurs concitoyens. Et la machine continue. Nous sommes dans une logique sans faille, je le répète encore et encore depuis plusieurs années, et de plus en plus depuis les 8 derniers mois. Pendant que tout le monde se tourne sur la pseudo-pandémie et le pseudo-risque sanitaire, pendant que les États vous culpabilisent en disant que la seconde vague est à cause de votre négligence, au lieu de dire que depuis des décennies, ils ont supprimé les lits d'hôpitaux, ils ont retiré le budget à la médecine, s'il y avait des dizaines de milliers de lits en plus et beaucoup plus d'hôpitaux, et en plus d'être des aides-soignants, les hôpitaux ne seraient pas submergés et pas de panique pour accueillir ceux qui toussent ou les personnes âgées en phase terminale. Redonnons à César ce qui appartient à César. Fin de parenthèse. Donc pendant ce temps-là, on va dire que le grand reset s'installe pour devenir une réalité. L'année dernière, j'en parlais aussi, ou peut-être. En juin, je l'affirmais, mais avec quand même un léger doute. Alors, peut-être que pour certains, c'est passé inaperçu, mais ce n'est pas une annonce anodine. En janvier 2020, donc hier, dans Or.fr, ils annonçaient que le reset monétaire a commencé. Vous avez d'ailleurs deux experts en métaux précieux, c'est Ronald Stoffels et Egon von Greyerz, alors excusez-moi pour l'accent, qui dans leur interview partagent leur point de vue sur la manière de faire face aux risques baissiers et leur implication dans l'économie mondiale. Les points clés à retenir de cette discussion sont ceux-là, écoutez bien. La fin de partie a commencé par des conséquences désastreuses pour les actions, l'immobilier, les dettes et la politique. Les banques centrales sont en mode panique et elles achètent de l'or pour se préparer à un nouveau système monétaire. Les banques européennes sont totalement en faillite. L'hélicoptère monétaire et la MMT sont garantis. Une énorme ruée vers l'or est sur le point de commencer lorsque ça fera la une dans les journaux. Donc vous comprenez qu'il est essentiel de se préparer financièrement et psychologiquement pour affronter la prochaine crise. Eh bien, rappelez-vous, j'en avais parlé au tout début de la crise de cette pseudo-pandémie du Covid-19. Il y a 3 mois, j'avais annoncé que ce jeu médiatique servait principalement à justifier les erreurs et les actions criminelles des organismes financiers, puisque la problématique économique maintenant est sur le dos du Covid-19. Eh bien, pour répondre à la question, il faut savoir que c'est aujourd'hui que ça va commencer, puisque de plus en plus de médias de masse l'annoncent ouvertement. Ici, Le Figaro, il y a 7 jours, le jour où je fais cette vidéo, qui annonce la grande réinitialisation qui a été une annonce du FMI en mars dernier et le Covid à bon dos. Regardez. Il est de notre devoir de rétablir un système fonctionnel de coopération mondiale, intelligente, structurée, pour relever les défis des 50 prochaines années. Le Covid-19 a accéléré notre transition vers l'ère de la 4e révolution industrielle. Nous devons nous assurer que les nouvelles technologies dans le monde numérique, biologique et physique restent centrées sur l'homme et servent à la société dans son ensemble, en offrant à chacun un accès équitable. Nous ne devons pas rater cette fenêtre d'opportunité. Alors, bien sûr, on parle ici de modifier notre monnaie de manière purement numérique et de réinventer un système économique. Et puis, dans Économie Matin, Charles Sana l'annonce aussi avec un titre un peu plus dévastateur. Mais c'est normal, lui, il est indépendant. La grande remise à zéro du système est officiellement admise, elle aura lieu et va vous ruiner. Et oui, le grand reset monétaire est officiellement admis par le FMI, qui a été clairement annoncé par Christine Lagarde, la patronne du FMI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le FMI, c'est le Fonds monétaire international. Et puis c'est une institution qui regroupe, je crois, 189 pays, si je ne fais pas d'erreur. Et leur but, c'est quoi? C'est de promouvoir la coopération monétaire internationale et garantir la stabilité financière. Alors il faut comprendre qu'avec 189 pays, le FMI a un poids important aussi bien sur les décisions politiques qu'économiques par rapport à notre monde. Pour faire court, avec les différentes crises économiques, celle des subprimes en 2008, puis celle du Covid-19, eh bien, les États ont dû aider les peuples, ont dû aussi aider les entreprises, donc imprimer sans cesse de la monnaie et à des très gros volumes. Donc,
La masse monétaire est énorme, ce qui a fait chuter sa valeur. Et oui, tout ce qui est rare a de la valeur, comme ma femme. Mais dès que cette rareté n'existe plus, alors sa valeur diminue. Eh bien, dites-vous que l'argent aujourd'hui n'a plus de valeur. Alors la seule manière de lui redonner de la valeur, c'est de faire une remise à zéro et de créer une nouvelle monnaie. En d'autres termes, les compteurs vont être remis à zéro et vous serez probablement ruiné, sauf si vous faites les bons choix dès maintenant. Les dettes des États et des organismes financiers ne pouvant pas être remboursées, il n'y a pas le choix pour gagner une économie stable, il va falloir faire un reset. Et Carl Descombes, d'Objectif Éco, l'annonce pas plus tard que le 6 mai. Au passage, les États vont saigner les peuples tant que possible, au travers des impôts, mais aussi au travers de l'épargne. En France, assurance vie et livret A. Pour au final, laisser les particuliers avec une épargne dans une monnaie de singe. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est officiellement annoncé, d'une part publiquement dans les journaux, et d'autre part beaucoup plus largement diffusé aussi en vidéo de propagande, ici celle du WEF, World Economic Forum, que je vous ai traduit en français. Papa, c'est quoi exactement le grand reset? C'est la fin du monde? Non, ce ne sera pas la fin du monde, loin de là. Ça sera peut-être meilleur ou pire, ou simplement différent. Mais les équilibres dans lesquels nous avons grandi, vécus depuis plus de 50 ans, seront évidemment radicalement changés. Il y aura comme à chaque fois de grands perdants, nombreux, et de grands gagnants sans doute, mais beaucoup plus rares. Ça bouleversera forcément nos vies. Le grand reset sera d'abord économique, dans notre manière de consommer, d'acheter, mais aussi d'échanger. Il sera monétaire avec la digitalisation de la monnaie. Fini le travail au black et le cash. Il sévira aussi sur les droits à la propriété, qui vont petit à petit être supprimés pour passer à une société de locataires. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert les yeux, par rapport à ça, regardez ce que vous louez actuellement. La musique. La musique est en location. Les films, les vélos, les trottinettes, bientôt les voitures et très rapidement les maisons. Sachez cependant qu'une société de locataires est une société d'esclaves et tributaires. D'autant plus si vous ne contrôlez pas vos comptes avec l'argent électronique et virtuel aussi, où une simple pression sur une touche vous bloque l'accès à votre argent. Le grand reset, c'est aussi le remplacement des idées, le remplacement des institutions et des processus et des règles actuelles. Et cela, je vais dire que ça s'apparente au nouvel ordre mondial que certains peuvent évoquer sous des contours plus complotistes, un nouvel ordre mondial s'accompagnant d'une nouvelle gouvernance mondiale, qui, soit dit en passant, est à l'œuvre sous nos yeux dans toute sa splendeur aujourd'hui. Et comme le disait Benjamin Castello, le président et le fondateur de New World Together, l'ancienne société doit se séparer de ses fondements et de ses constructions. Ouais, j'aurais une question, c'est pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? C'est-à-dire que pourquoi, avec toute je dirais la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec toute la technologie que l'on a aujourd'hui,
Pourquoi est-ce que ça émerge là, maintenant? C'est-à-dire que c'est quelques dernières années seulement, et encore, je dirais quelques dernières années, je dirais même c'est presque quelques mois. Il y a tout qui émerge d'un coup, c'est comme si tout était dans un coffre-fort pendant des années où personne ne voulait en parler. Enfin, pourquoi maintenant? Eh ben, je pense que tu as répondu à ta question. C'est parce qu'aujourd'hui, on a la science et la technologie nécessaires pour pouvoir faire cette transition. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu besoin de vivre des expériences collectivement, de créer une société basée sur la consommation, la croissance infinie, le consumérisme, qui a servi en fait d'acquérir tous ces outils dont tu décris. Et c'est un petit peu comme une fusée qui se lance pour partir dans l'espace. Eh ben, elle utilise des compartiments. Et à un moment, eh ben, le compartiment a été utilisé et elle doit s'en détacher. Et je pense que la société qu'on a créée, qui ne peut pas être soutenable de par la façon dont elle a été programmée, est l'un de ces compartiments. C'est une étape d'évolution en fait. Et aujourd'hui, eh ben, on est dans le contexte où on a les outils de communication, on a la technologie pour nous permettre, dans l'ère de la connaissance, d'apprendre les leçons dont nous avons besoin d'apprendre et d'évoluer collectivement. Donc je pense qu'en fait ça arrive au très bon moment. Oui, donc alors tu me diras si je me trompe, mais pour toi et puis pour les membres de New World Together, les effondrements qui peuvent apparaître ou les crises qui apparaissent sont, je dirais, une aubaine, quelque part, je mets entre guillemets, oui, pour l'humanité, ce qui va nous permettre de franchir une étape dans l'évolution humaine. C'est ça, c'est pour moi une étape d'évolution. Alors ceci dit, c'est pas un scénario qui est garanti. C'est-à-dire qu'en gros, on a une opportunité aujourd'hui d'évolution collective. La crise à laquelle on fait face nous demande de nous poser des questions sur nos fonctionnements individuels et collectifs et permettent d'avoir, par rapport à cette remise en question, d'offrir une opportunité d'évolution. Maintenant, est-ce qu'on va choisir l'évolution? Je pense que oui, mais l'histoire reste à écrire. Ce qui est incroyable, c'est que, alors que toutes les banques sont en faillite, alors que l'économie se meurt, alors que l'argent va disparaître, alors que les systèmes financiers actuels vont exploser en fumée, les Français épargnent de plus en plus depuis le début de cette crise. Regardez cette courbe exponentielle. C'est extraordinaire. Papa, c'est quoi mon futur? Ton avenir sera celui que nous, adultes, déciderons suivant nos actions. Soit nous continuons à vivre notre vie as usual et laisser des psychopathes décider de notre futur et donc du tien et celui de tes enfants, soit nous décidons tous ensemble de reprendre notre souveraineté et de faire passer notre petite vie du quotidien en arrière-plan et en mettant en avant le bien-être des générations futures. Je suis prêt à être en première ligne s'il le faut, et je le dis ouvertement, je suis prêt à voyager de par le monde, bien sûr dans la bienveillance et la non-violence, et surtout dans l'intelligence collective, pour transformer les directions dans lesquelles nous sommes. Je suis prêt à influer les trajectoires de vie qui sont prédestinées pour nous, et en plus à notre insu. Je suis prêt à mourir pour ma liberté, la liberté de nos enfants. Je ne crois pas en l'humain d'aujourd'hui, mais je crois en l'éveil de la conscience humaine, qui en est d'ailleurs qu'à ses balbutiements. Nous pouvons décider de notre futur. Nous devons décider de notre futur. S'il vous plaît, pensez à nous.